Bonjour et bienvenue sur Marqueur, votre podcast 100% marketing durable, car je suis convaincue que le marketing durable, c'est le marqueur de la bonne santé des entreprises. Le marketing, c'est le cœur de l'entreprise avec la proposition de valeur, des produits ou services. Et gérer des projets marketing avec le cœur nous emmène plus loin dans la formulation d'une offre qui fait sens aussi bien pour vos clients que pour vos collaborateurs. Je m'appelle Diane Cantan et après plus de 20 ans en marketing et communication digitale, j'ai décidé de partager ces convictions en réalisant des épisodes en solo ou avec des invités où j'aborde les différents sujets de marketing durable, communication responsable, numérique responsable et plus largement des enjeux liés à la RSE. Quand j'accompagne des entreprises dans leur démarche RSE, notamment celles du secteur tertiaire, les enjeux de diminution de l'empreinte carbone concernent souvent les déplacements des équipes ou l'énergie des bâtiments. Mais pour autant, le numérique, l'IT, est un axe à ne pas sous-estimer. Le numérique représente 4% des émissions de gaz à effet de serre dans le monde et sera en forte croissance ces prochaines années. L'IA, notamment, sera une des raisons. On a souvent l'impression que le numérique, finalement, ça consomme rien parce qu'on le voit pas, mais ce qui est loin d'être le cas. Alors, vous l'aurez compris, aujourd'hui, avec mon invité, on va comprendre comment réduire l'empreinte carbone de l'IT. Bonjour Julien. Bonjour Diane. Ravi d'être avec toi aujourd'hui. Tu vois, je vois qu'on est à peu près assortis. Alors là, il fait chaud, mais j'ai enlevé mon perfetto, mais on est tous les deux en mode cuir, blouson de cuir. Tu es la recommandation de mon invité Laurent Barbezieux, de la société Axio qui réalise des bilans carbone. Donc, je suis ravie qu'on travaille aujourd'hui un peu et qu'on réfléchisse surtout l'axe de l'IT et des enjeux qui sont autour. Mais avant de démarrer dans le dur, j'aimerais un peu mieux te connaître. Et pour les auditeurs, pareil, est-ce que tu peux me dire qui tu es, quel est ton parcours, pourquoi vous avez créé Soft, sans forcément raconter ce qu'est Soft, parce qu'on aura l'occasion d'y revenir après, mais plutôt toi au démarrage. Bien sûr. Déjà, merci à Laurent que j'ai croisé la semaine dernière à ProDurable. C'est sympa d'avoir recommandé mon profil. Alors, pour la petite histoire, moi j'ai fait exclusivement du conseil dans ma vie, notamment du conseil en ce qu'on appelle de l'excellence opérationnelle, c'est-à-dire que vous rentrez dans des entreprises, vous comprenez où le bas blesse quelque part en termes de process, d'outillage, de communication, et l'objectif étant de trouver une solution grâce au collectif et ensuite de mettre en place ces solutions-là. Donc ça passe par pas mal de choses, et souvent par la digitalisation. Donc j'ai fini ma carrière de salarié chez Capgemini et ma dernière mission chez Capgemini a été celle où j'ai rencontré celui qui allait devenir mon associé. Et l'objectif, c'était de monter un parcours, on va dire un programme même, qui consistait à faire travailler Capgemini avec des startups. Parce que Capgemini se rendait bien compte qu'ils avaient tout un tas de compétences, une empreinte globale, un portefeuille client incroyable, mais la tech avance très vite. Et souvent, les startups plus agiles, plus flexibles, ont tendance à plus coller aux dernières tendances. Donc l'objectif, c'était de concilier le meilleur des deux mondes. Et sans détailler vraiment ce que faisait ce programme-là, nous, on allait chercher en fait quelles étaient les thématiques importantes pour le business de Capgemini sur lesquelles on se sentait un peu vulnérable sur les 6, 12 ou 18 prochains mois. Et une des thématiques qui ressortait assez régulièrement était le numérique responsable. Quand on a screené, pour parler en bon français, le marché, on s'est rendu compte que les solutions qui étaient apportées par les outils ou les cabinets de conseil, enfin en tout cas par les startups principalement, ne répondaient pas vraiment aux besoins qui nous a été remontés par le business et donc par les clients in fine. Et donc là, on s'est dit, avec donc Jérémy, mon associé actuel, et Gauthier, qui est notre troisième associé, qu'il y avait quelque chose de malin à faire. Il y avait un besoin, notamment donc répondre à ce besoin de greenifier l'IT des grandes entreprises, auquel c'était pas, enfin voilà, il n'y a pas vraiment de réponse claire qui était apportée ou qui répondait vraiment aux besoins. Et ça faisait surtout concilier à la fois des compétences pro que nous avions de gestion de projet, d'édition, etc., et des convictions personnelles d'écologie. Et une attente de clients de Capgemini qui étaient plutôt des grosses boîtes dans la cible, mais justement avec un numérique hyper important. Donc ça, début du projet où ça a germé, c'était il y a combien de temps ? Ouais, alors ça a germé, on va dire, en mars 2021, même un tout petit peu avant, donc c'est vraiment début 2021. Moi, j'ai quitté Capgemini en juillet 2021. Là, on a fait une phase de discovery pour comprendre vraiment quelles étaient les ambitions, quels étaient les freins, quelles étaient les motivations. Et le constat était clair au bout de ces 6 mois de discovery. On s'est dit, OK, là, il y a de vraies attentes, il y a de vraies motivations. Tout le monde est sur le point ou a déjà inscrit du Green IT dans l'agenda des prochains mois ou des prochaines années. Donc maintenant, il faut qu'on rende une réponse
cohérente et pertinente à ces DSI qui ont envie d'aller dans le bon sens et qui ont envie de créer une dynamique vertueuse dans leur entreprise. Et qui n'ont pas forcément le temps de s'y pencher dans leur quotidien et qui savent pas forcément comment faire non plus. Ouais, c'est important ce que tu dis parce que on a fait un constat qui était quasiment systématique avec tous les DSI, c'est qu'en fait, ils se confrontaient au même triptyque qui était on n'a pas de compétences en interne sur le sujet, on n'a pas de méthode, les deux étant souvent liés, et on n'a pas d'outils pour nous aider à la fois à comprendre et à piloter cette empreinte environnementale du numérique. Alors, avant de rentrer dans la solution soft, pour toi, quels sont les enjeux ou les défis justement du numérique sur les années à venir? Parce qu'aujourd'hui, alors je sais que j'en parle régulièrement dans mes épisodes ou avec mes invités sur cette thématique-là, parce que je vois l'ampleur des dégâts qui va arriver sur les prochaines années, et en même temps, c'est pas encore rentré dans la mentalité de tout le monde. Donc c'est quoi pour toi les défis? Je pense que tu as quasiment répondu à la question, en tout cas partiellement. Dans ton introduction, tu as mentionné deux concepts. Tu as mentionné, on va dire, le progrès technologique à travers l'intelligence artificielle aujourd'hui. On le conceptualise Voilà, à travers... 2024, j'ai l'impression. Alors, c'est CSRD Ouais. et IA. Ouais, il y en a un moins plus sexy que l'autre, hein, C'est clairement. Donc, je vais revenir sur la première notion donc de progrès technologique aujourd'hui qui est matérialisé autour de l'IA principalement, en tout cas le plus popularisé autour de l'IA. Et la deuxième, c'est la sensibilisation, la connaissance. Aujourd'hui, le digital, pour encore beaucoup de personnes, ça paraît intangible, immatériel. Exactement ce que tu disais. Donc, la première chose, le premier enjeu, le premier défi, c'est de sensibiliser, de former les personnes, que ce soit les collaborateurs, la société civile, les entreprises, au fait que le digital, ça pollue. Le digital, si on prend un téléphone qu'on a tous aujourd'hui, c'est plus de 70 kilos de matières premières. C'est des milliers de litres d'eau à la fabrication. Donc c'est vraiment, on va dire, conséquent. Pour un ordinateur, on a 800 kilos de matières premières, donc c'est vraiment à la fabrication, donc c'est vraiment pas neutre. Il faut comprendre que voilà, il n'y a pas que l'usage. Et après, bon, je vous passe aussi les détails sur la partie recyclage. Où aujourd'hui, on estime qu'il y a 17% du matériel qui a été fabriqué qui est collecté. Donc, on a vraiment des vraies lacunes sur ce sujet final. Ça, c'est souvent ce que j'explique. En fait, j'interviens aussi avec l'association Point de Mire, maison d'informatique responsable à l'Académie du Climat, là, pas forcément très loin d'ici, auprès des jeunes publics, donc tu vois, sur l'axe sensibilisation numérique, voyage au cœur de nos smartphones. Et on explique souvent cette notion d'alliage et recyclage avec la recette d'un gâteau. Tu sais, quand tu mélanges tes œufs, ta farine, machin, puis après tu dis... ah bah j'ai mis 50 grammes de farine en trop, mais c'est pas grave, je peux le récupérer. En fait non, dans la pâte c'est fini. Et c'est vrai que souvent on se dit bah je recycle mes vêtements, je recycle du papier, du plastique, du verre. Finalement le téléphone ou tous les outils technologiques c'est plus compliqué que ça. J'aime beaucoup cette analogie du gâteau. Je l'utilise souvent parce qu'elle est assez évocatrice. C'est pas pour des enfants, en tout cas pour ma cible d'enfants. Mais si tu l'utilises aussi avec des grands. Je l'utilise avec des grands parce que c'est très imagé et ça permet de comprendre tout de suite le défi que tu as dans le recyclage. Il faut comprendre que dans un téléphone portable, aussi petit soit-il, on a plus de 60 matières premières à l'intérieur. Et c'est souvent des matières premières qui ont aussi un impact social. Tu vas avoir des matières comme le tantal ou le cobalt que tu vas retrouver au Congo, où il y a des enjeux financiers colossaux, ce qui va générer du coup la création ou en tout cas l'émergence de conflits entre milices armées, et notamment, enfin, tu as déjà entendu parler du plateau du Kivu. Enfin voilà, c'est des enjeux stratégiques forts autour de ressources minières, et qui sont de plus en plus demandés et de plus en plus rares. Parce qu'il faut savoir que tous les gisements aujourd'hui, même ne serait-ce que de cuivre, sont de moins en moins rentables. C'est-à-dire qu'on est obligé d'excaver de plus en plus pour récupérer encore moins. Ouais, voilà. Donc ça, c'est un peu triste. Mais c'est vrai qu'on n'en parle pas suffisamment. Enfin, j'ai l'impression que c'est encore dans un microcosme où on est attentif à cette partie droits sociaux. Ouais. Droits sociaux, droits humains. Absolument. Et c'est pour ça au-delà de la matière première, tu vois. Il y a un vrai sujet. Alors, en plus, il faut savoir que l'industrie minière est assez opaque, hein, donc c'est assez compliqué de comprendre ce qui s'y passe réellement. Heureusement, on a des personnes qui sont très très forts on va dire en vulgarisation. On a des personnes comme Aurore Stéphan, qui est spécialiste du sujet et qui le fait très bien. Qui fait très bien, qui en plus de vulgariser même donne quand même beaucoup d'éléments aussi techniques, enfin qui est quand même quelqu'un de très compétent. Voilà, c'est ce genre de personnes qui font avancer la cause et qui permettent de populariser un peu plus la thématique.
Et Bon, on est un peu, Ouais. on a tiré le fil un petit peu plus loin. Mais si je reviens au monde de l'entreprise, finalement, les dirigeants, les DSI, quelles sont leurs problématiques au quotidien? Tu l'as un peu cité, et finalement, comment Soft peut les aider? Je vais revenir sur le sujet parmi les enjeux, donc on a parlé de la sensibilisation, il y a aussi le sujet du progrès technologique. Il faut pas opposer le progrès technologique à l'écologie. Souvent, on entend, bon, par exemple, on va dire l'IA, c'est le progrès technologique et l'écologie, c'est le retour à la bougie. Non, tout est conciliable. Simplement, il ne faut peut-être pas toujours utiliser la technologie à mauvais escient. Enfin, aujourd'hui, on voit que l'IA est utilisée à tous azimuts. Il faut bien réfléchir aux cas d'usage dans lesquels on utilise, quel type de technologie d'intelligence artificielle on va utiliser pour quel cas d'usage, parce que souvent, on va retrouver des gens qui utilisent du chat GPT pour modifier un mail ou pour écrire un mail en anglais. C'est concrètement, d'un point de vue environnemental, c'est prendre un bazooka pour tuer une mouche. Donc, c'est vraiment disproportionné. Donc, dans les entreprises, finalement, on va retrouver les mêmes enjeux, les mêmes défis. Comment faire comprendre aux collaborateurs qu'un téléphone, on n'a pas besoin de le changer tous les 2 ans, l'ordinateur de même. Il y a ce sujet aussi un DSI, lui, enfin une DSI de manière générale, une direction informatique dans une entreprise, ses objectifs, c'est des objectifs de service liés à des contraintes budgétaires. Donc il faut s'assurer qu'il y ait une performance du système d'information, qu'il y ait une sécurité évidemment sans faille, et tout ça doit rentrer dans un budget contraint. L'objectif de Soft aujourd'hui, et plus largement des personnes qui travaillent dans le numérique responsable, c'est d'intégrer une 4e dimension dans la prise de décision de nos chers DSI, qui est l'empreinte environnementale du numérique. Donc là, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'aujourd'hui, pour leur fournir ce genre de solution, la première étape, c'est la collecte de données. Il faut déjà savoir où capter la donnée, voilà, et où ce qu'on fait. On ne sait pas ce qu'on ne sait pas. Donc il faut, ou pas de progrès sans mesure. Et ça, aujourd'hui, la DSI ou les DSI de manière globale n'ont pas forcément cette mesure donnée. Alors, il y a certains fournisseurs qui leur envoient des informations, qui leur envoient des rapports. Souvent, ça a une granularité qui est pas assez fine pour piloter ou pour prendre des décisions. Souvent, c'est avec une méthodologie qui, on va dire, black box, donc j'entends par là, qui est très opaque. Nous, l'objectif, c'est vraiment d'aller collecter de l'information de manière industrialisée déjà, pour être capable de, quand on prend une décision, de voir les impacts tout de suite de ce qu'on a fait. Donc ça, c'est important. C'est un peu opposé à ce qu'on voit dans des bilans carbone, en fait. Les bilans carbone, c'est on récupère la donnée une fois par an. L'année d'après, on récupère la donnée et on espère, on croise les doigts en disant, pourvu que j'ai pris la bonne, les bonnes décisions. Tendance. Ouais, la bonne décision. Et du coup, avec Soft, tu es dans un schéma de simulation, ou c'est à l'instant T ce qui se passe? C'est justement ça. Donc nous, on fait de la collecte industrialisée. Ce qui est important, c'est ça. Donc c'est d'avoir cette collecte qui permet donc d'alimenter la plateforme de manière très régulière, pour ensuite convertir ces données d'activité, parce que nous, au final, ce qu'on vient gérer, c'est le nombre d'ordinateurs, la consommation des ordinateurs ou des serveurs, ce que vous allez consommer dans le cloud, etc. Donc tout ça. C'était justement ma question d'après. C'est au final, toutes ces données, c'est quel type de données? C'est ça. C'est la donnée primaire, ce qu'on appelle la donnée primaire. L'objectif, c'était la première proposition de valeur qu'on voulait soumettre à nos clients et prospects. C'était vous fournir capter la meilleure donnée pour venir ensuite vous fournir la meilleure empreinte environnementale du numérique. Parce que, évidemment, si la donnée à l'entrée n'est pas bonne, votre empreinte, elle va être très floue ou très, très vague. Donc là, l'objectif, c'est vraiment ça, c'est d'aller collecter la meilleure donnée, la plus granulaire et le plus régulièrement possible, qu'on va ensuite convertir en données environnementales. Et c'est là, une fois qu'on a cette donnée environnementale, donc on a notre, on va dire, cockpit de pilotage, et on est capable donc de savoir où sont les grands facteurs d'impact. L'objectif avec ça, c'est surtout de se dire, à la fois de pouvoir monitorer au jour le jour son empreinte environnementale et de voir les impacts des décisions qu'on a prises auparavant, mais aussi de pas passer de temps sur des on va dire sur des cas d'usage, voilà, sur les fausses bonnes idées. Ouais, c'est ça, sur les fausses bonnes idées. Et c'est le cas par exemple des mails très souvent. C'est ça, le tri des mails. Voilà, on a entendu beaucoup parler. Supprimez vos mails. Ouais, faut vraiment à choisir, gardez votre ordinateur un an de plus, mais envoyez autant de mails que vous voulez, presque. Alors sans les pièces jointes qui font trop de quoi. Ça génère beaucoup d'impact sur le réseau, etc. Les mails ont un impact, hein, c'est indéniable.
Mais il y a Est-ce beaucoup de que choses à faire. justement tu proposes avec Soft tout un accompagnement, tu sais, je suis plus dans le market, donc forcément moi je pense utilisateur final où je me mets à la place des collaborateurs dans l'entreprise et qui se disent bah ok, est-ce que j'ai des bonnes pratiques, des conseils, des astuces pour aider la DSI à aller dans cet objectif-là. Je te dis ça parce que j'ai un de mes clients où on a fait une campagne il y a pas longtemps où l'objectif c'était une diminution d'ici la fin de l'année de tout le poids de fichiers sur leur drive serveur, etc. Et donc, on a distillé quelques infos et bonnes pratiques pour inciter les collaborateurs à agir, à prendre une demi-heure, une heure de leur temps dans la semaine et faire un peu de ménage. Alors, pour tout te dire, c'est un sujet qu'on aime beaucoup chez Soft, le côté sensibilisation à travers des actions, des bonnes pratiques auprès directement des collaborateurs. Aujourd'hui, on est encore jeune. On a quasiment 3 ans. Donc, une startup, ce qui est important, c'est qu'on sache se focaliser. Aujourd'hui, la personne à qui on s'adresse en entreprise, c'est la le DSI. DSI. Exactement. Donc, nous, on leur fournit les armes pour qu'ensuite, ils puissent aller voir les collaborateurs avec les bons insights ou en tout cas les bons éléments, les bonnes données pour qu'ensuite, ils puissent engager des dynamiques vertueuses au sein de l'entreprise. Mais nous, voilà, c'est vraiment focalisé sur la DSI. Je te dis pas que plus tard, on n'ira pas parler directement aux collaborateurs. Non, mais fournir Mais des éléments exactement, pour aller un peu plus loin dans cet axe-là. exactement. Et donc, si je finis le déroulé, une fois qu'on a, tu vois, ce cockpit de pilotage, l'objectif, nous, ce qui nous importe le plus aujourd'hui, c'est de venir actionner, décarboner son empreinte, décarboner, et c'est un mot un peu, c'est presque galvaudé, parce que nous, quand on parle de décarbonation, encore une fois, c'est un abus de langage, mais c'est comment on va venir réduire l'empreinte environnementale du numérique de nos clients. Ce qui est important, c'est de savoir qu'il n'y a pas que le carbone, évidemment. Il y a d'autres critères. Nous, on prend des critères comme la consommation en eau, comme les ressources abiotiques, qui sont des ressources minérales. Qui sont des ressources minérales. Et ça, c'est des choses importantes pour éviter aussi de se focaliser sur un seul critère et se rendre compte qu'en fait, on est en train de faire ça au détriment d'autres critères. Donc ça, c'est important d'avoir une vue assez holistique. Et une fois donc on a ce cockpit de pilotage, nous ce qu'on veut donc c'est réduire l'empreinte. Et pour réduire l'empreinte, c'est donc se focaliser sur les bons cas d'usage et fournir les bons leviers à nos clients. Donc on a tout un catalogue de leviers. Les clients vont choisir les leviers, on va les aider à choisir les leviers qui sont les plus pertinents en fonction de leur profil de pollueur, on va dire quelque part. Et ensuite, on les positionne dans des simulateurs. Ces simulateurs, ça les permet de scénariser une nouvelle configuration, une nouvelle situation. Par exemple, en allongeant la durée de vie du matériel. Par exemple, en déplaçant des instances cloud d'Allemagne et en France parce que l'énergie est plus décarbonée en France. En éteignant certains serveurs. Par exemple, des environnements de développement qui sont utilisés par les développeurs, donc que pendant la semaine. Pas besoin que le serveur tourne le week-end. Ce genre de choses. Ou la nuit, exactement. Et ça, c'est des choses qu'on constate encore aujourd'hui. Donc voilà, le but, c'est vraiment de les projeter à l'aide de ces simulateurs et de leur donner à la fois un ROI, donc un retour sur investissement environnemental, donc quel est le gain en CO2 ou autres critères, et en euros. Parce que, on va pas se mentir, la langue maternelle du DSI, de la DSI, ça reste aujourd'hui encore l'euro. Ou de n'importe quel dirigeant, de toute façon, enfin, ou des directions. Hein. Voilà, il faut faire concilier les deux métriques. C'est un peu la même chose. Et on aboutit souvent à un conseil de reco d'achat plus responsable. C'est quoi? Ou de travailler avec des prestataires, d'hébergeurs de données. Tu disais transférer les données qui sont hébergées en Allemagne, les ramener en France ou d'autres choses. Qu'est-ce qui revient le plus souvent en termes de scénarisation ou de recherche d'action? Alors, un des leviers principaux dans des pays comme la France où l'énergie est très décarbonée, donc t'es moins sur la partie usage, ça va être l'allongement de la durée de vie de ton matériel, par exemple. L'allongement de la durée de vie de ton ordinateur, de ton smartphone ou de tes serveurs. Tu as évidemment la localisation de tes infrastructures. Si elles sont en France, tu as déjà gagné une grande partie grâce à l'énergie décarbonée. Je dis pas encore une fois que le nucléaire, ça ne pollue pas, mais on parle de CO2 actuellement, donc voilà, on n'a pas des mines de charbon On n'en a plus. ou de gaz, voilà, qui viennent alimenter ces centrales électriques. Il y a effectivement aussi la partie reconditionnement, donc où aujourd'hui la tendance qu'on voit quand même plutôt dans les entreprises, c'est on voit que c'est quand même plus facile de donner du matériel déjà utilisé à des reconditionneurs ou à des associations, ce qui est déjà très bien.
c'est plus difficile déjà d'amener du reconditionné, d'acheter, ouais. voilà, d'amener du reconditionné pour les collaborateurs. Mais on voit que nous, parmi nos grands clients, qui sont quand même, pour beaucoup, font partie du CAC 40, c'est quand même des réflexions qui sont menées et qui sont proposées en haut lieu. En fait, la réponse en face, c'est pas un côté, c'est dissonant avec la sécurité. Si je prends un appareil qui va être reconditionné, ou alors ça va être que pour une catégorie de mes collaborateurs, mais surtout pas pour ceux de la DSI, ou je sais pas. Comment tu fais cet axe avec la sécurité? On peut se voir opposer le fait de la sécurité ou du non-maintien de certains, ce qu'on appelle des OS. Par exemple, si tu prends Windows 11 qui est en train d'arriver sur le marché, moi j'ai des clients qui doivent balancer 10% de leur parc ou 15% de leur parc parce que les ordinateurs ne sont plus compatibles avec Windows 11. Ça veut dire que donc Windows 10, Microsoft ne va plus le maintenir, il y aura plus de patch de sécurité, etc. Ce qui veut dire que potentiellement tu as des failles, et ça, les entreprises, la sécurité, c'est un peu red flag, hein, c'est un peu l'épouvantail total. J'aurais presque pu dire dans la 2024 à CSRD, l'IA et la sécurité ou la cybersécurité. Qui me suit depuis des années, hein, et oui, c'est pas fini. Mais qui prend encore plus d'ampleur. Ou en tout cas pour pas forcément que les grosses boîtes, mais toutes les entreprises peuvent être touchées ou ciblées. Absolument. Donc pour répondre à ta question, j'ai envie de te dire, il y a des solutions pour tout. Tout dépend aussi des discussions qu'on peut avoir avec les responsables de sécurité informatique. Mais bien sûr, c'est des arbitrages, c'est des choix. Et là où on voit vraiment la conviction profonde de certains de nos clients, c'est quand il y a des choix à faire entre un modèle, une nouvelle situation qui vous fait gagner d'un point de vue environnemental, mais qui va vous coûter un peu plus cher d'un point de vue euro. Et là, on voit vraiment qui a des convictions profondes. Et là, tu rigoles parce que tu visualises, là, j'imagine que tu te visualises avec certains clients. Et ça signifie qu'ils sont pas prêts à aller jusqu'à ces convictions-là pour l'instant? Pas tous. Nous, on a des clients vraiment convaincus qui ont fait des choix où ça a engagé un budget supplémentaire, mais parce que ça allait diviser drastiquement l'empreinte environnementale du numérique, du cloud ou des serveurs, etc. Donc non, on a vraiment des personnes engagées dans notre portefeuille client et on en est assez fiers. Ça, c'est plutôt bien. Est-ce que la DSI, justement, peut insuffler la bonne parole auprès de la direction si jamais les équipes dirigeantes ne sont pas complètement convaincues? La DSI, c'est généralement une direction puissante, influente dans une organisation, parce qu'elle est distillée dans toute l'organisation, parce que le numérique, c'est universel, c'est des fournisseurs de services, hein, quelque part, parce que c'est eux qui permettent à la boîte de tourner, parce que les entreprises étant de plus en plus digitalisées. Donc oui, définitivement, la DSI a un pouvoir d'influence vers le top management. Bonne nouvelle pour Soft. Absolument, absolument. Alors, comment ça fonctionne? C'est un abonnement? C'est un one-shot? Absolument, c'est un abonnement, c'est un logiciel qu'on installe directement chez nos clients, qui se branche avec des connecteurs pour justement récupérer cette donnée de manière très industrialisée et automatisée. Et ensuite, voilà, il y a un abonnement et nous, on vous accompagne dans votre trajectoire de réduction d'empreinte environnementale du numérique. Et tu as quel type de clients? Parce que tu parlais des boîtes de CAC 40. On parlera peut-être un peu de comment Soft a grandi un peu plus vite ces derniers temps. Ouais. Mais quelles sont les autres cibles? Est-ce que c'est que les grosses boîtes? Alors, par rapport au prix, peut-être au budget de ton abonnement, est-ce que ça va limiter d'autres tailles de PME avec 200 personnes? Alors, ouais, en fait, il y a tout type de segments et de typologies d'entreprises qui sont concernées et qui sont impliquées dans le numérique responsable. On voit effectivement que la tendance est quand même plus forte dans les grandes entreprises ou les entreprises de taille intermédiaire, ce qu'on appelle les ETI, parce que ce sont souvent des entreprises qui sont à la fois déjà plus exposées, mais aussi qui ont aussi des budgets, des moyens. Ils ont des personnes pour travailler sur ces sujets-là. Si tu veux, pour te donner un exemple qui est assez éloquent, c'est on voit de plus en plus dans ces grandes entreprises l'émergence d'un nouveau poste, d'une nouvelle fonction qui s'appelle le Green IT Manager, dont la responsabilité est clairement de définir l'empreinte environnementale, de mesurer, d'évaluer, on va dire plutôt de manière plus réaliste, d'évaluer l'empreinte environnementale de la DSI de l'entreprise, enfin on va dire du numérique, des activités numériques de l'entreprise, et de réduire cette empreinte. Et eux, donc ils sont logés au sein de la DSI, ces personnes sont logées au sein de la DSI, sont la parfaite interface avec la stratégie RSE de l'entreprise. Donc c'est ça aussi, ça permet, pour une solution comme Soft, c'est important d'avoir ce genre de personnes dont c'est le métier. Nous, c'est vraiment nos utilisateurs premium, on va dire, parce qu'on sait que
C'est eux qui vont utiliser Soft, qui vont diffuser la bonne parole et qui vont pouvoir activer les leviers et aller voir les équipes pour dire voilà, on pourrait faire ci, on pourrait faire ça, on a tel simulateur, etc. Ce qu'on voit moins dans les plus petites entreprises, dans les PM, même ETI, c'est un peu plus rare et beaucoup plus rare, et dans les PME, TPE. Donc aujourd'hui, on s'adresse vraiment plutôt aux ETI et grandes entreprises qui ont une taille critique suffisante pour prendre le sujet bien en main avec un outil. Parce qu'il est vrai que les entreprises de taille un peu plus petites, comme tu dis, elles vont potentiellement externaliser leur accompagnement DSI par un prestataire qui va gérer ça. Est-ce que ça, c'est une cible aussi Potentiellement. Soft. Effectivement, ce qu'on appelle des infogérants, ça peut être aussi, on discute avec certains d'entre eux parce qu'ils ont effectivement un effet volume qui est intéressant. Eux, ce qui les intéresse souvent, c'est de pouvoir communiquer, du coup, l'empreinte de leur activité à leurs clients finaux. Leur dire, ben voilà, vous nous payez tant et on vous coûte tant d'empreinte environnementale. C'est un peu ce que tu citais avec le bilan carbone. Finalement, les entreprises vont être obligées de passer par le bilan carbone pour dire patte blanche, voilà où vous en êtes et oui, patte verte, tout à fait. Qu'est-ce que vous devriez faire sur ces prochaines années et forcément tu as la ligne IT achat responsable et donc l'infrastructure, le matériel, tout ça va être pointé du doigt. Donc aujourd'hui peut-être pas suffisamment, mais ça va l'être un peu comme on l'a dans le sens où les entreprises travaillent avec des plus grosses, ça va être demandé par les plus grosses, donc ça va percoler en fait. Voilà, ils vont. Mais si je te donne, être impactés aussi. Ouais. Pour te donner un peu la magnitude un peu de l'empreinte environnementale du numérique, nous aujourd'hui on a des entreprises, des banques, assurances, des sociétés de services. Il y a certains qui ont déclaré dans leur bilan carbone que le numérique représentait plus de 40% de leur empreinte environnementale. Ce qui est énorme. Ouais, ce qui est énorme. Parce qu'on est sur du tertiaire versus une boîte qui fait de la prod des produits. Exactement. Ouais. Et là, on va être largement en dessous de 5%, par exemple, parce qu'ils ont d'autres enjeux. Ouais, mais 40%, c'est... ça devient colossal. C'est ça. Toute la donnée, parce que forcément, pour mesurer l'empreinte carbone ou pour dire, ça représente ça en telle tonne équivalent ou kilo équivalent en CO2. C'est sur des données de l'ADEME, c'est sur des données... comment ça... Vous avez mis en place des analyses de cycle de vie sur des produits ou des services numériques, par exemple? Absolument. En fait, il y a plusieurs référentiels. On s'appuie sur des analyses de cycle de vie. On s'appuie évidemment sur l'ADEME. On s'appuie sur des études scientifiques de différents chercheurs en France notamment et à l'étranger. On s'entretient aussi beaucoup avec des chercheurs ou même des doctorants qui sont en cours de thèse pour comprendre un peu quels sont leurs sujets. Là, nous-mêmes, on a ce qu'on appelle une thèse CIFRE, donc qui est 50% labo, 50% chez Soft, et qui travaille sur des sujets justement sur la réduction d'empreintes, notamment dans les, on va dire sur les sujets de calcul dans le cloud, pour fournir les meilleures recommandations à nos clients. On s'appuie vraiment sur, nous on a un métier, enfin on a 3 métiers si tu veux. Le premier c'est collecteur et agrégateur de données, la plus fine, la plus granulaire possible. Le deuxième métier c'est être méthodologiste, c'est venir fournir à nos clients la méthodologie à l'état de l'art le plus possible. Donc être capable de leur donner et la plus transparente possible. Et ça, c'est vraiment la règle de base de l'anti-greenwashing. C'est fournir toutes les informations à nos clients pour qu'ils puissent communiquer de manière très sereine. Et la troisième, c'est évidemment, c'est réducteur d'empreinte environnementale. C'est ça notre troisième métier, celui vers lequel oui, parce qu'on n'arrivera jamais à l'empreinte, la neutralité carbone sur la partie IT. Ça n'existe pas. C'est dérisoire. Même le concept de neutralité carbone, en réalité, n'existe pas non plus, en tout cas pas à l'échelle d'une entreprise ou d'un individu. Sauf qu'à un moment donné, on va être confronté à d'autres problématiques côté dérèglement climatique que on voit tous les jours. On le voit, c'est ça, qu'on vit en plein, mais qui vont s'accélérer. Absolument. Là, en étant à Paris, on l'a bien vu justement à Produrable, c'était le mercredi, de la pluie non-stop. Donc ça, c'était plutôt assez impressionnant. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de la grande enquête avec Boavista et quelles sont un peu des actions réalisées avec Soft? Alors, pour nous, il nous paraissait important dans le cadre de nos activités professionnelles de aussi dédier du temps côté associatif, donc extra pro, on va dire, parce que aujourd'hui on apprend beaucoup de choses aux côtés de nos clients, on apprend beaucoup de choses avec nos équipes là, les softies, et c'est des choses qu'on souhaite partager aussi avec les associations comme Boavista, qui est une association vraiment dédiée sur la mise en commun
d'assets à la fois techno mais aussi livrables plus pur et dur, livre blanc type sur le sujet d'évaluation d'empreinte environnementale du numérique. Et donc moi je suis en charge d'un chantier parce qu'il y a plusieurs chantiers et comme je te disais il y a quelques outils qui sont mis à disposition des entreprises ou du Kidam. Et moi, je travaille sur un chantier qui est, en fait, l'objectif est de définir quels sont les arguments de conviction pour les convaincre, donc, le top management de passer à l'action sur la partie numérique responsable. Donc, l'objectif au tout début, c'était de comprendre de manière un peu, on va dire, assez grossière, quels étaient les impacts d'une démarche de numérique responsable, notamment la marque employeur, notamment la rétention des talents, évidemment, réduction d'empreinte environnementale du numérique, il y a aussi des gains financiers, etc. Une fois qu'on a dit ça, c'est très bien. Mais à un moment, si on veut aider au passage à l'action, il faut aussi commencer à quantifier. Donc là, on est dans une nouvelle étape du livre blanc qu'on a publié en décembre dernier, décembre 2023. Là, on va viser, on espère, parce que c'est toujours du best effort, comme on dit, dans ce genre de structure. On voudrait publier une nouvelle version pour décembre 2024, dont l'objectif est de montrer ce qui a été réellement fait, exécuté, opéré par des entreprises, les plus matures donc évidemment. Donc en termes d'investissement, combien de TP, est-ce qu'ils ont des outils, du conseil, de la formation, etc. Quel est le ROI, à la fois environnemental et financier. Ça, c'est très important parce que c'est ça aujourd'hui qui va faire bouger les lignes, c'est être capable de fournir des éléments chiffrés, quantifiés. Et quels sont les indicateurs qui sont suivis? Parce qu'on se rend compte, nous, chez nos clients, nous, on fournit des indicateurs dans la plateforme Soft, mais on voit aussi qu'il y a d'autres indicateurs qui sont suivis par ailleurs, notamment le nombre de personnes formées à la fresque du numérique, par exemple, tu vois. Ça, c'est des choses qu'on retrouve assez régulièrement. Et in fine, quelles sont les démarches un peu alternatives du type certification numérique responsable, campagne de formation, etc., etc. Donc voilà, on va sortir quelque chose qui va vraiment être concret d'ici la fin d'année, maximum début d'année prochaine, pour fournir, voilà, pour aider les évangélisateurs à créer une dynamique dans leur organisation. Yes. Alors, je peux te conseiller, je ne sais pas si tu le connais, un jeu de cartes qui s'appelle Econum, Éco-Geste pour un numérique plus responsable, avec un certain nombre d'actions perso ou pro, parce qu'il y a aussi des cartes pro, un peu sous la forme d'un jeu de cette famille, et qui donne des éco-gestes. Et du coup, le but du jeu, c'est de pouvoir essayer d'estimer les impacts, tu vois, de les graduer, et puis de se dire lesquels on a envie de mettre en place, ou lesquels on peut mettre en place, ou lesquels l'entreprise ne met pas encore d'action sur cette démarche-là, et vers où on peut se fixer un objectif à court, moyen ou long terme en fonction des actions. Donc, je te conseille de regarder ce jeu de cartes-là. C'est assez ludique et dans un esprit de team building, tu vois, un peu dans la démarche de fresque du numérique. Ça peut être aussi un truc assez sympa. Ok. Donc voilà, à découvrir. Alors forcément, si on parle du numérique, j'ai envie de te poser la question de savoir ce que tu penses de back market ou de Fairphone dans ces démarches, soit d'axe reconditionnement ou soit version le téléphone que tu peux garder à vie, modifier, bouger, etc. Alors, si on commence par back market, pour moi, ils ont joué un rôle important, un rôle de ce que j'appelle de massificateur. Ils ont eu des moyens colossaux pour faire connaître et pour rendre un peu hype le côté reconditionné, parce qu'ils sont très bons en communication. Évidemment, ils ont eu quelques casseroles parce que on s'est rendu compte, ils sont place de marché, donc ils sont pas forcément toujours responsables de comment sont reconditionnés les équipements. Néanmoins, peut-être qu'il y aurait eu un devoir de vigilance un peu plus accru, ça aurait été intéressant. C'est là ce qui est dommage. Mais... C'est ce qui est dommage et ce qui leur a un peu coûté cher en termes de notoriété, mais de manière générale, c'est le sens de l'histoire, c'est de venir promouvoir et de rendre un peu fancy, de rendre un peu, c'est toute l'histoire des nouveaux récits. Ouais, c'est de se dire comment on change la mentalité des gens et de se dire oui, on n'est pas obligé d'acheter que du neuf. C'est exactement ça. Enfin sur un outil technologique. Ouais. Et je trouve que là où le pari, je suis exactement aligné avec ça, c'est les nouveaux récits. T'as raison. Et ça, ils ont su l'incarner réellement. Et je trouve que maintenant, acheter du reconditionné,
ça Ça fait fait pas pas cheap. has-been. Ouais, Ouais, voilà, ça fait pas en mode exactement. j'ai pas de sous et Exactement, j'ai pas exactement. d'autre choix, Ouais. ou ça fait pas trop. Donc, Mm. certes, il y a eu quelques déboires. Je pense qu'ils ont compris la leçon, et ça prouve aussi aux consommateurs de faire toujours un peu attention à ce qu'ils achètent, parce que il faut toujours lire entre les lignes, ou la petite astérisque qu'on n'a jamais envie de regarder. Ben, il faut regarder jusque là, parce que effectivement, si on rachète du reconditionné qui a été reconditionné, du matériel qui a été reconditionné en Asie, Et qui revient. qui Enfin, ouais. revient chez nous, l'impact, il est quand même un peu moins intéressant. Alors qu'on a il y a plein aujourd'hui d'ateliers en France, ultra inclusifs, qui font des choses super, super cool. Donc il faut vraiment fomenter ce genre d'initiative. Donc voilà. Moi, je trouve que Back Market, dans l'essence, ça va dans la bonne direction. Et Fairphone, Fairphone, pour moi, c'est un modèle. Enfin, je trouve qu'ils ont bien compris. Enfin, ils ont tout compris en fait. Aujourd'hui, notre problème, c'est que on est pieds et poings liés avec les constructeurs qui nous fournissent des appareils. Enfin, là, moi, j'ai un Mac, je peux pas l'ouvrir. Donc, le jour où j'ai un problème de batterie, je sais même pas ce que je dois faire. Tout est et quelque part est fusionné. Il y a des alliages dont tu parlais. Là, je trouve que Fairphone, la démarche du téléphone modulaire, c'est super intelligent, parce que ça veut dire que au partir du moment où on a une obsolescence technique, parce qu'à un moment, on va pas se voiler la face, hein, il y a des applications qu'on utilise, elles demandent de plus en plus de mémoire, de plus en plus de processeurs. Bah, si on est capable juste de rajouter une barrette de mémoire, alors ça va pas résoudre le problème à la source. Le problème à la source, c'est quand même qu'on développe des applications de plus en plus énergivores. Je suis pas sûr de l'utilité des choses, mais c'est comme ça. Mais là, ça te permet de garder ton téléphone beaucoup plus longtemps, et de changer ça simplement des composants. Donc c'est un modèle très, très, très intelligent. Oui, parce qu'en fait, on parle matériel, mais il y a aussi tous ceux qui créent les logiciels, les solutions, les applis. Un peu dans la même démarche qu'on a l'électroménager, où on va critiquer l'obsolescence programmée de ta machine à laver qui ne marche plus pile bizarrement après les 2 ans De de fin de garantie. garantie. Truc horrible. Au final, c'est un peu ça avec ton téléphone. Moi, j'essaye de recycler à ma fille plus petite un vieux téléphone de sa grand-mère. Donc elle était toute contente de choper le nouveau téléphone, hyper frustrée parce que WhatsApp, impossible de le mettre dessus. Donc il y a aucune appli qui peut fonctionner. Donc c'est assez énervant de se dire, bah, finalement, ce téléphone, il marche, il est pas, enfin, l'écran n'est pas rayé, il n'est pas cassé, Ouais, il il est fonctionne. fonctionnel. J'ai un vieux chargeur, mais j'ai toujours le câble. Voilà. Ouais, il est fonctionnel. Voilà, il est fonctionnel. Et pourquoi, du coup, toutes les applis, on est obligé d'être en croissance Ouais, exponentielle, quoi. c'est une C'est, tendance de fond, et ouais. parce que on Mais on intègre n'a de... pas, enfin, ces entreprises-là n'ont pas encore changé Ouais. de façon de penser. Alors, nous, on a un cas d'usage sur lequel on travaille beaucoup aujourd'hui, pour justement aussi pour des grandes entreprises, qui est le cas d'usage des applicatifs. Justement, c'est comment on aide à mesurer l'impact d'une application, et aussi comprendre ce qui est vraiment utilisé dans une application. Tu vois, ça, c'est une des premières zones de recherche que tu dois mettre en place. C'est j'ai des tas de fonctionnalités, on a tendance à en faire beaucoup trop, et à avoir finalement un parcours utilisateur qui est noyé, et qui finalement ne délivre plus de valeur à l'utilisateur final. Et en fait, il faut être super clean, précis dans sa définition du besoin du client final, pour arriver à une application qui soit la plus frugale possible quelque part. Mais donc ça, c'est quelque chose sur lesquels nous, en tout cas, quasiment tous les grands clients à qui on parle, ça les intéresse de savoir comment optimiser la partie applicative. Donc j'ai bon espoir que les choses changent. Les soft, on fait pas beaucoup d'applications grand public. On n'a jamais parlé avec Uber, par exemple, ou avec WhatsApp, enfin Facebook de manière plus générale. Mais ça serait intéressant un jour de voir un peu comment ça fonctionne à l'intérieur. Mais c'est la course à l'échalote un peu de la puissance. Ouais, c'est ça, de la puissance, et de vouloir répondre à tout le monde, alors que Mm, finalement, ça va représenter mm, 0,5% exactement. des gens qui vont utiliser cette C'est fonctionnalité, et clair. pour autant, elle existe. Ou comme sur un site web, de se dire, j'ai envie de tout mettre dedans, de dire tout ce que fait la boîte. Mais Exactement. en fait, est-ce que c'est réellement pertinent? Ouais, t'as raison. Restons concentrés peut-être sur les 80-20, Mm, qui c'est ça. qui peuvent suffire largement. Mais ça demande de faire des Ou de arbitrages. supprimer des pages promotionnelles Mm. qu'on n'utilise plus parce que Ouais. là, on avait créé une URL juste pour une OP, et que c'est plus pertinent derrière. Donc c'est à peu près la même chose sur les logiciels ou les Ouais. applicatifs. Mais ça demande des Euh, arbitrages. C'est toujours plus facile de dire,
On sait jamais. On laisse de côté. Et Enfin, ça se voit pas. De Ouais. toute façon, c'est Ouais, voilà. toujours ce côté aussi numérique. De toute façon, c'est dans un coin, je le vois pas trop. Au côté dev, c'est pareil. J'ai pas trop envie de m'y remettre parce que je suis tellement dans l'opérationnel Exactement. de répondre à des rectificatifs ou de modifications ou des ajouts ou des nouvelles fonctionnalités que on pense plus à tout ça. Est-ce que tu as envie de parler un petit peu de la levée de fonds qu'il y a eu avant l'été? Parce que Ouais. je devrais dire félicitations. Ouais, bah, merci. Ouais, écoute, c'est nous, pour nous, c'était important parce que déjà, ça montre que le projet qu'on porte, la vision qu'on a de notre activité, du produit et de la pénétration marché qu'on souhaite avoir, elle a été validée par des investisseurs professionnels dont c'est le métier d'évaluer le potentiel de start-up. Donc déjà, il y a ce premier, pour nous, cette première zone de satisfaction. La deuxième, c'est que bah, du coup, ça nous donne on va dire l'opportunité d'embaucher des talents qui viennent veut dire accélérer finalement la roadmap produit et donc apporter plus de valeur à nos clients. Donc ça c'est assez presque par moments ça peut être grisant de voir d'avoir cet effet de voir l'équipe qui grossit de manière assez Vous êtes combien là significative. maintenant? Aujourd'hui on est une trentaine. Ah oui, c'est énorme. Ouais, ça fait beaucoup. Après c'est loin d'un Enfin, parcours de je dis start-up. c'est énorme. Oui, Ouais. en proportionnel Ouais, voilà. avec le temps, tu vois. Ouais, parce qu'on a, Ouais. on a d'autres exemples de start-up à 3 ans, ils sont Oui, déjà. mais il faut pas aller trop Ouais. vite, trop. Nous, en tout cas, c'est notre Tu sais, positionnement. ouais. On est sur une croissance modérée parce que justement, on tient beaucoup aux valeurs de l'entreprise et on veut pas que ça soit trop distillé ou trop, tu vois, dilué trop rapidement. Donc, on veut aussi être capable d'avoir un noyau dur autour de ces valeurs que ça puisse percoler dans l'ensemble de l'organisation et parce qu'il faut que ça décante aussi des valeurs. Ça s'impose pas non plus. C'est des choses qui prennent du temps. Et aujourd'hui, on est assez fiers de l'état d'esprit des équipes. On part en séminaire 2 fois par an. Ou pas trop loin, j'espère. Non, c'est Attention à l'empreinte, du tu sais. train, que du C'est train. le Non, séminaire, là, c'est le truc. on part pas au Maroc ou en Europe de l'Est. Non. Et on voit bien qu'il n'y a pas de silo entre les différents métiers ou on a deux localisations, Paris et Lyon. Tout le monde se mélange super bien. Et ça, pour nous, c'est super Donc important. là, tu as parce une que partie de l'équipe qui est ici dans au Wai, les de BNP locaux de Paribas, Wai. ouais. Et une autre partie qui est à Lyon. Donc voilà. Et ça, donc voilà, l'objectif de cette levée, c'est effectivement donc renforcer les équipes sur des sujets très très spécifiques, qui soient techniques, produits, commercialisation, notamment, ou partie gestion de projet, ce qu'on appelle les CSM, les Customer Success Manager. Et aussi, c'est nous aider à l'internationalisation Oui, c'est ce que j'ai vu en préparant. Ouais. Effectivement, il y a une vraie volonté. En plus, le nom soft passe assez facilement. Bah, j'imagine bien. Normalement, tu penses à ça quand tu tu crées ta marque, tu vois. D'être bien conseillé dès le départ et de pas rester sur un mot franco-français, imprononçable ailleurs. Ouais. Et donc, il y a des pistes là aux US. Alors, pas forcément US au démarrage, mais Europe dans un premier temps. Alors, les US, effectivement, on regarde ça un peu de loin. On a eu quelques touches assez intéressantes, mais c'est un marché qui est complexe. Et qui est pas encore prêt. Je crois que c'était Jérémy qui en parlait pas, peut-être pas. Ouais, effectivement. Forcément toi, de ce que j'avais vu, mais on n'est pas encore sur sur une prise de conscience très 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 accrue chez eux, mais c'est des choses qui vont venir. C'est assez rare de se dire que c'est la France qui est en avance, tu vois. En profitant pour une fois. Normalement, c'est plutôt les US qui ont 10 ans d'avance sur les sujets. Ils sont souvent en avance sur les sujets business. Là, on est sur un sujet environnemental, ça les concerne un peu moins bizarrement. C'est quand même le deuxième pays le plus émetteur au monde, donc c'est pas forcément, ça va pas trop dans leur sens qu'on essaye de réduire les émissions de gaz à effet de serre. Donc le pays du pétrole de Texas. Ouais. Non, c'est beaucoup Europe. Ouais. On sent qu'en Europe, la prise de conscience, elle est claire, elle est installée, notamment dans les pays limitrophes. On voit qu'il y a pas mal d'initiatives qui se créent. On le voit aussi à travers les thèses ou les études, enfin les chercheurs qui émergent sur ces thématiques-là. Il y en a les universités. Ouais, voilà, il y a les universités, même les startups qui se créent. On en voit en Allemagne, on en voit au UK, on en voit en Suisse. Donc voilà, on sent que le sujet prend de l'ampleur. Donc c'était le bon moment, la création et la croissance qui est prévue pour Soft. Ouais. Est-ce qu'il y a d'autres choses que tu as envie d'ajouter avant que j'enchaîne sur la séquence classique des questions pour les invités? Non, écoute, je pense que nous, ce qui nous intéresse dans ce projet-là, c'est qu'on a su allier
tech et conviction écologique, et c'était pas forcément super facile. Aujourd'hui, on est content de voir aussi le mouvement au sein notamment des grandes entreprises qui sont nos clients, mais il y a aussi à travers Boavista, je vois bien que dans des plus petites organisations, il y a plein de choses qui sont mises en place. Donc il y a une tendance de fond. Après, aujourd'hui, est-ce que moi je suis le mieux placé pour dire oui, il y a un vrai mouvement qui émerge parce que je baigne dedans tous les jours, et voilà, je fais partie de cet écosystème, mais j'ai quand même la conviction que ça devient quelque chose de beaucoup plus compris dans la société civile et même auprès des grandes des institutions. Enfin, il y a eu tu vois, des comités qui se sont créés, notamment sous l'égide du ministère de la Transition écologique, justement pour définir une feuille de route de décarbonation du numérique avec des acteurs principaux, surtout les manufacturiers, on va dire. Donc voilà, ça veut dire que ça y est, on commence à prendre conscience des enjeux du numérique et de qui soient à la fois environnementaux, sociaux et autres. Il y a pas que la dimension environnementale. Il n'y a pas que la dimension carbone. Bah, on Et en a pas parlé que la tout à dimension l'heure. carbone. Ouais, complètement. Qu'on ne maîtrise pas suffisamment, ou en tout cas qu'on ne communique pas suffisamment. Ok, pour ce point. On bascule côté question classique. La première qui concerne le nom de mon podcast Marqueur, le marketing durable, marqueur de la bonne santé des entreprises. Qu'est-ce que ça t'inspire, ce nom-là ? Bah écoute, nous par exemple, on a une activité marketing qui est assez forte pour une petite structure. On a 2 personnes qui s'occupent de ça chez Soft. Nous, on se pose souvent pas mal de questions sur ces sujets-là. Comment on arrive à avoir un marketing raisonnable, tout en faisant quand même de la pub, hein, en faisant connaître. Ouais, voilà, c'est quand même, pour moi, le milieu de la pub, c'est quand même un milieu très énergivore et très consommateur. C'est de l'opulence pour moi, la pub. Et le milieu de la pub, comme on connaissait dans les années 2000, 90, Bec BD, tu vois, on a tous cette image-là d'opulence, clairement. Donc voilà, on essaie d'avoir une ligne directrice assez raisonnée et raisonnable, et notamment on aime bien aussi faire des choses qui sont pas forcément usuelles dans d'autres secteurs. Par exemple, on va mettre en avant d'autres initiatives, parfois presque même concurrentes sur certains bouts de propositions de valeur avec nous, parce qu'on pense qu'il y a un vrai jeu d'écosystème à mettre en avant, parce que voilà, enfin tu connais la phrase, voilà, ensemble on va loin. Donc c'est l'objectif, c'est un peu de mutualiser les forces, parce qu'on est encore un sujet de niche, hein, il faut quand même en être conscient. Donc on a vraiment cette vue très solidaire et écosystémique de notre sujet. Voilà. Ouais, ok, ça me va bien. Merci. Et est-ce que tu as un éco-geste que tu aimerais partager, soit que tu fais toi, soit que vous faites au niveau de Soft ici à Paris, à Lyon, avec les équipes ? Bon, alors j'en ai un très personnel ici au Y, parce que souvent les gens sortent de bureau ou des salles de réunion, on n'éteigne jamais la lumière, et ça c'est des choses je vois mon père qui passait derrière moi à la maison, c'est pas Versailles ici, tu vois. Là c'est la pub, tu vois, la force de la pub. Exactement. Et donc c'est un micro éco-geste. Non, sinon il y a une démarche qu'on suit, qu'on aime bien. Chaque année on fait ce qu'on appelle le Digital Cleanup Day. Ouais. Voilà, qui lance en mars. En mars, absolument, qui permet de faire le tri de sa boîte mail, de son OneDrive, etc. Donc ça, c'est quelque chose, en plus, c'est un projet collectif, c'est intéressant. On voit à la fin combien on a réussi par rapport à l'année dernière, comment on a réussi à réduire, à enlever, à déstocker. Et ça fait se poser aussi des questions. Donc c'est pas s'arrêter simplement à virer des mails ou à supprimer des dossiers. C'est aussi. Et c'est des réflexes. Exactement. C'est des réflexes à obtenir. Je crée un fichier et je crée une V1, V2, V3, V4. Une fois que ma presse est présentée, je supprime mes versions d'avant. Je le mets à un endroit unique pour éviter qu'il y ait 4 collaborateurs qui le rangent dans leur drive perso, mais à un drive commun. Enfin voilà, ouais, je vois bien. C'est exactement ça. Et c'est important. En fait, c'est un peu ce qu'on disait tout à l'heure sur les applications ou sur les sites web qu'on laisse décrépir, parce qu'il y a plein de pages qui servent à rien, mais en fait on s'en fiche parce que ça nous prendrait plus de temps en fait à la décommissionner que d'aller la chercher, le souvenir. Ouais, voilà. Au fait, c'était quoi. Ouais. Donc voilà, c'est venir instiller un nouveau mindset, état d'esprit. Ouais, sur ces sujets-là. Complètement. J'ai une petite question avant de passer sur la question de l'invité que tu recommanderais. Et si tu as une baguette magique, qu'est-ce que tu aimerais faire là, si tu as le génie qui apparaît du bout de la salle? J'ai 3 vœux ou j'en ai qu'un? Il y a quelqu'un qui a pris les 2 premiers, c'est ça? Vas-y. Non, très honnêtement, je sais que
pour nous, le plus simple, c'est qu'il y ait un aspect réglementaire qui se mette en place. Il y a aujourd'hui une première loi qui est apparue, qui a été promulguée il y a 2 ans, qui s'appelle la loi REEN, la loi sur la réduction d'empreinte environnementale du numérique, uniquement en France. La loi qui aboutit évidemment bien moins ambitieuse que le projet de loi. Néanmoins, ça pose les fondamentaux d'une structure légale, d'un cadre réglementaire qui va dans un sens de attention, on va commencer à regarder ce sujet numérique. Mais ça concerne pas le privé aujourd'hui. Donc, si demain on était capable, à travers les instances, tu vois, législatives, d'organiser une réglementation autour du numérique responsable, là, je sais que pour nous, ça sera un réel booster d'un point de vue prise de conscience, parce que on marche comme ça aussi. Tu le vois, tu parlais de la CSRD tout à l'heure. Concrètement, beaucoup d'entreprises faisaient leur bilan carbone pour publier parce qu'elles étaient exposées, etc. Maintenant, on rentre dans un autre jeu. Là, c'est un reporting extra-financier avec un canevas un peu très précis qui va être comparable. Voilà, ça va être un peu plus engageant. C'est-à-dire que la RSE souvent avait démarré avec les RH, l'aspect social, le volet social. Maintenant, avec la CSRD, on va avoir le côté financier, les DAF qui vont gérer ça de façon plus stricte un peu. C'est très important ce que tu dis parce que nous chez Soft on a le pressentiment aussi que tu vois toute la partie RSE qui aujourd'hui va prendre une dimension très reporting extra-financier va sûrement commencer à glisser gentiment sous la férule du CFO, donc du directeur financier, qui lui est déjà en charge des reportings financiers. Et donc en fait, tu auras une seule et même instance qui est quand même très puissante. En général, il tient les cordons de la bourse, ils tiennent les cordons de la bourse, il ou elle. Et donc on va avoir reporting financier et extra-financier logés sous la même enseigne. Ça, c'est l'avenir nous le dira, mais effectivement, absolument. C'est un peu la tendance que je perçois aussi. Ouais. C'est clair. Et alors, du coup, à qui tu penserais comme invité ? Écoute, moi je pense que ça serait intéressant que tu discutes avec Émilie Proyard, qui a monté une boîte qui s'appelle Sustainably, et qui travaille notamment pas mal, alors qui travaille sur des sujets de RSE, sur des sujets numériques responsables, mais aussi sur des sujets de business model régénératif. Donc ça, à mon avis, ça te plairait, et je pense que tes auditeurs seraient contents d'entendre un peu ce qu'elle a raconté là-dessus. Ok, top. Eh bien, écoute, à bientôt, Émilie, alors. Super. Est-ce que tu as un dernier mot de la fin ? Ce que je disais à des étudiants récemment, je pense que aujourd'hui, on a la chance d'avoir beaucoup de métiers dans le domaine de l'impact. Avant moi, quand j'ai commencé ma carrière, ça n'existait pas. Je pouvais, si je voulais faire. Est-ce que tu veux, du coup, le digital, j'avais pas de cours de digital non plus en école. Donc, tu vois. Ouais, non, ça évolue très vite. Et moi, ma mère faisait voter écolo dans les années 90, donc elle faisait partie des premières à voter écolo. Donc j'ai baigné là-dedans, mais le côté environnemental m'a toujours séduit, mais je n'avais pas la capacité de bosser là-dedans. C'était vraiment un milieu de niche, fallait être un expert. Là aujourd'hui, quoi que vous fassiez, quelles que soient vos compétences, vous pouvez bosser dans une entreprise à impact. Donc osez, passer le cap et allez-y, on a besoin de vous. Magnifique, j'adore voilà, je vais m'arrêter là. Merci beaucoup Julien. Merci Diane. À bientôt. À bientôt. Merci d'avoir écouté jusqu'au bout cet épisode. J'espère que mon invité ou mes invités vous ont inspiré et donné envie de passer à l'action. Alors n'hésitez pas à mettre 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute favorite. Vous pouvez évidemment me laisser un message sur LinkedIn ou Instagram en m'indiquant les sujets que vous aimeriez que j'aborde et les invités que vous aimeriez entendre. J'ai besoin de vos likes et abonnements pour faire connaître mon podcast. Alors n'hésitez pas à en parler autour de vous et à partager sur les réseaux sociaux. Allez, je vous dis à très vite. Ciao.